je leur présentais ça, je leur dis, vous voyez, nous, au mois de juin, hein, on a de la pluie, mais on a de l'herbe qui est verte. Eux, ils sont déjà à sec, ils sont... voilà. Donc surtout, hein, vous voyez, gardez bien de l'herbe autour de la ruche. Ça me permet de ne pas utiliser de balayette. Alors la balayette, j'aime pas l'utiliser pour la simple et bonne raison, c'est que c'est plutôt quelque chose qui excite les abeilles qu'autre chose. Puisque une colonie peut être super sympa et vous commencez à la balayer avec la balayette, vous coincez une ou deux abeilles dans les poils, vous passez à la colonie suivante qui, normalement, elle n'avait rien à se reprocher, elle était super calme, et comme vous venez avec une balayette avec plein de venin dessus et des odeurs d'alarme, vous allez exciter la colonie. Donc moi je prends de l'herbe, ça me permet en plus de retirer l'herbe devant les colonies tous les 6 jours, là, pour tirer une petite poignée d'herbe. Et si des fois il y a une abeille qui s'est excitée sur le brin d'herbe, l'herbe elle retombe dans la nature et ça pose pas de problème. Mais il faut-il encore avoir de l'herbe? Mais nous on en a de l'herbe, on a la chance. Donc vous voyez ce que ça donne au niveau des cellules, et vous voyez les taux d'acceptation, ils sont bons, hein. Parce que la colonie, elle a envie d'essaimer. On reprend toujours ce principe-là, c'est que la colonie, elle a envie d'essaimer, donc elle élèvera un maximum. Alors, ce petit graphique-là, c'est un petit graphique, alors quand comment ça s'appelle? En production de gelée royale, en fait, j'ouvre mes colonies tous les 3 jours. Donc là, et une fois, je me suis dit, alors, voyons voir ce que sont capables de produire en gelée royale les abeilles noires. Alors, les abeilles autochtones. Donc ici, c'est un graphique d'abeilles autochtones. Et ici, je l'ai mise en corrélation avec la pluie qui est tombée donc, à Deauville, hein, qui est à 6 km, 7 km de l'autre côté de la vallée de la Touque. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, alors, les gros cubes que vous avez ici, là, ça c'est la quantité de larves que j'ai greffées. Donc on voit que j'en ai greffé 60, d'accord? Là, en bleu, c'est le taux d'acceptation, ça veut dire que là, c'est le nombre de larves qui ont été acceptées. La courbe qui est en jaune ici, c'est la quantité de gelée en milligrammes par cupule. Et la courbe, qui est pour moi la plus importante, qui est ici, en fait, c'est la quantité de gelée produite par la colonie. D'accord? En fait, on s'aperçoit que quand il y a eu le coup de flotte qui est tombé ici, là, au mois de juin, il y a eu une variation de production, donc on voit que l'humidité qui était ici s'est répercutée dans la quantité de cellules acceptées. Ah oui, les abeilles, elles ne sont pas sorties, donc elles sont restées. Et elles sont senties plus à l'étroit, se sentant plus à l'étroit, ben elles ont fait plus d'élevage. Et la quantité de gelée produite, parce que tout simplement on a eu une quantité d'humidité qui est arrivée dans l'environnement extérieur, et donc les abeilles elles ont dilué, je mets les guillemets sur le terme dilué, mais elles ont produit beaucoup plus de gelée, parce que la gelée royale, l'ingrédient principal, hein, c'est 60% d'humidité. D'accord? Alors ici, cette petite date là, c'est une erreur de peser, ça veut dire que j'ai pas pesé cette série-là, et donc j'ai pas pu pouvoir l'identifier. Donc là, on a la courbe qui s'est faite avec l'humidité. Là, j'ai vu que les cocottes, elles s'élevaient beaucoup. Je me suis dit, bah tiens, je vais leur greffer un cadre supplémentaire. Et en fait, ça n'a servi à rien. Hop, c'est retombé, en fait. Leur taux d'élevage, il a avoisiné les 25 cupules. D'accord? Mais il y a une courbe qui est très intéressante. En fait, on s'aperçoit tout au long de la saison, quel que soit le nombre de cellules qui a été élevé par la colonie, et ben, la quantité générale produite de gelée royale par la colonie, elle est toujours identique. C'est-à-dire que si vous avez une colonie qui est capable d'élever 20 cellules, ça ne sert à rien de lui en mettre 150, elle en élèvera toujours 20 en quantité de gelée royale. Donc cette quantité de gelée royale, elle est fonction de la génétique de la colonie, sachant qu'aussi elle est fonction du nombre de jeunes nourrices à l'intérieur de la colonie. Mais comme j'ai des reines qui pondent en permanence, en fait, j'ai toujours, je mets les guillemets, j'ai toujours la même quantité de jeunes nourrices à l'intérieur de la colonie. Hein? Et donc on voit bien que la colonie, ben là, voilà, sa génétique fait qu'elle produit cette quantité de gelée royale en moyenne pour elle. Alors quand on est sur des colonies en production de gelée royale intensive, on a des taux de production qui sont beaucoup plus importants. Hein, parce qu'on les a sélectionnés pour produire de la gelée royale.
Il faut savoir qu'une colonie en génétique de production de gelée royale, on peut avoisiner dans une année 1 kg de gelée. Donc, on en revient toujours à notre petite colonie. Donc là, vous voyez, les cocottes, elles sont en train de s'exciter un petit peu autour de la reine qui est dans sa pince. Ici, hein, on voit bien que les abeilles commencent à remonter. Ici, vous avez le cadre d'élevage que j'ai retiré. Et là, c'est les deux cadres avec du couvain ouvert que je vais remettre à leur place. Donc voilà l'opération. Je remets mes deux cadres de couvain ouvert. Ces deux cadres, tout à l'heure, ils étaient autour de la reine. Maintenant, ils sont ici autour des cellules qui vont être élevées. Et je retire mon cadre d'élevage qui a 6 jours. Et je remets ma colonie en place. Voilà mon système de rotation de cadre. Et ce système de rotation de cadre se fait tous les 6 jours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bon, la neige, ça va. Chez nous, encore, ça va. Voilà les deux cadres. Donc ici, vous voyez, ça c'est le cadre que j'ai sorti. Et là, c'est le cadre que je vais rentrer dedans. Alors, il faut savoir que cette photo-là, elle a été prise au mois d'août. Hein. Pour ça que vous voyez que l'herbe, elle est un petit peu voilà, grisâtre. Parce qu'on fait toujours les photos quand on est en fin de saison, qu'on se dit merde, on a une présentation à faire pour faire des photos. Bon, elle est voilà. Et donc, je suis quand même sur la colonie. Vous voyez, j'avais 3 cadres qui étaient là. Et sur le cadre suivant, il n'y en avait plus que 2 parce que j'étais vraiment en fin de saison. On arrive au mois d'août. Alors, pourquoi je fais de l'élevage au mois d'août? C'est tout simplement pour faire plaisir aux apiculteurs. Les apiculteurs, bien souvent, on leur explique que quand il n'y a plus de couvain dans une colonie, c'est que la colonie, elle est orpheline. Et donc, au mois d'août, quand vous avez des colonies où il y a un arrêt de ponte, ils rentrent de vacances du mois de juillet, ils ouvrent leur colonie, ils retirent les hausses, et puis ils vont visiter le corps, et pof, il n'y a plus de couvain. Mais quand on a une reine qui a 1 an, donc une reine qui a déjà passé un hivernage, elle fait la plupart du temps un arrêt de ponte pour les races autochtones, pour les sous-espèces autochtones. Et donc, ils se disent, bah, j'ai plus de reine, j'ai plus de couvain, fini, est-ce que je peux avoir des reines, est-ce que je peux avoir des reines? Mais non, ça sert à rien. Mets un cadre de couvain ouvert dans ta colonie d'un jeune essaim de l'année, et regarde ta colonie. Si elle élève des cellules, effectivement, bah, il va falloir mettre une reine, mais ça sera une reine en ponte qu'il faut pas mettre une reine vierge dedans. Ah bah oui, mais une reine en ponte, ça coûte cher. Ah bah oui, c'est vrai, ça coûte plus cher. Et je dis, bah voilà, si la colonie, elle n'élève pas de cellules sur ton cadre, c'est que tout simplement la reine, elle a fait une pause, et cette pause, en fait, bien souvent, les pays méditerranéens, l'Italie, nous l'envie beaucoup, cette pause. Parce que, en fait, pendant cette pause où il y a une absence de couvain, eh ben, le varroa ne peut plus s'abriter, et donc le varroa est phorétique, il est sur le dos des abeilles, et quand on fait le traitement, ben, on gagne le jackpot, quoi. Et dans le sud de la France, ou en Italie, ben, eux, ils sont obligés d'encager les reines pour pouvoir faire ce traitement et qu'il soit au maximum efficace. On a quand même de la chance, et puis en fait, on est toujours à critiquer nos abeilles, mais elles font déjà le boulot. C'est quand même une grande chose. Donc, je vais sortir mon cadre et je vais emmener le cadre vers la couveuse. Donc, voilà ma colonie. Donc, j'ai remis tous ces cadres en position. Là, ici, c'est le cadre que j'ai récolté. Là, le cadre qui va fonctionner pour la prochaine série. Voilà ce que ça donne dans le schéma. Là, c'est le schéma de la colonie parfaite. Un espace ici pour que la reine puisse pondre. Ici, on a du couvain ouvert. Et on a la naissance de larves, ce qui permet d'attirer les jeunes nourrices. Ici, on a du couvain en cours d'operculation. Ici, on a du couvain operculé, mais en cours d'émergence, ce qui va libérer de l'espace de ponte. Et ces 2 cadres viendront ici, dans l'espace où la reine puisse pondre. Et cela, tous les 6 jours, tout au long de l'année. D'accord? Et je n'ai pas acheté de ruche. C'est une ruche standard. Donc, dans mon calendrier, la nymphose, eh ben, on va pouvoir la faire dans une couveuse. Donc la couveuse, il va falloir que la température soit à 34,5 degrés. Et le plus important, c'est l'hygrométrie, c'est 70% d'humidité. Le gros problème que je critique beaucoup les vendeurs de matériel et les constructeurs de matériel, c'est que cette chose-là, ils ne la respectent pas du tout. Hein. Et ça, c'est problématique. Donc, pour mettre mes cellules, je vais tout simplement, comme je vais avoir une émergence de reine qui va se faire dans la couveuse, je vais mettre mes cellules dans un bigoudi.
Le bigoudi sera tenu sur une plaquette, hein, je vais vous faire voir après le plan, mais quand la jeune reine elle va émerger, il va lui falloir de la nourriture, puisqu'elle n'aura pas de nourrice autour d'elle, et je ne veux pas qu'elle ait de nourrice autour d'elle, parce qu'une jeune reine qui émerge dans un bigoudi, qui n'a pas de jeune abeille autour d'elle, c'est une reine qui n'a pas d'odeur. Elle est neutre au niveau des odeurs. Aussitôt que je vais mettre une jeune abeille à l'intérieur de la colonie, la jeune abeille elle va apporter son odeur, ce qui fait que quand je voudrais introduire ma reine vierge dans une colonie, eh ben ça sera une étrangère. Et qu'est-ce qui se passe dans les colonies quand c'est des abeilles étrangères? On a tendance à les tuer. Hein. Donc quand je vais avoir une reine sans odeur, je vais avoir une reine qui va être plus vite acceptée. Alors tout de suite, je vais attendre la question, mais je vais aller avant. Oui, mais dans la nature, la reine, elle est toujours entourée des abeilles pour se nourrir, etc. Et donc, elle peut se déplacer, etc. Non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous avez tous eu la chance, quand vous avez visité vos colonies, hein, il a plu au mois de mai, il a plu pendant une semaine. Tout de suite, après la semaine de pluie, l'apiculteur va dans ses colonies et va tout de suite les ouvrir pour aller les embêter, ces abeilles. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il sort un cadre. Il y a plein de cellules operculées, et au moment où il sort le cadre, quelle chance il a eu, toutes les cellules, elles émergent. Ça vous est déjà arrivé, ça, hein? Ben, c'est pas parce que vous avez eu de la chance, c'est que tout simplement, les abeilles, dans la colonie, sont capables de contenir les vierges dans leurs cellules, tant que la maman n'a pas essaimé. Donc, il a plu pendant 7 jours, ben, maman elle ne pouvait pas sortir pour l'essaimage, ben, ce qu'ont fait les abeilles, elles ont tenu les vierges dans leurs cellules. Aussitôt qu'il va faire beau sur les coups de 14, 15 heures, qu'il va faire chaud, l'essaim, la vieille, elle va dégager de la colonie, et les vierges à ce moment-là vont sortir. Alors quand il y a un blocage comme ça qui se fait pendant 7 jours, ben, les vierges, la première vierge qui va sortir, elle va continuer à suivre et avoir la fièvre d'essaimage, et c'est ce qu'on appelle un essaim secondaire. Et bien souvent dans les ruchers, quand on a les essaims primaires vont être au niveau du sol, un essaim secondaire va être plus en hauteur, et bien souvent on va avoir des essaims secondaires qui vont être gros, parce que si on a tous les essaims secondaires qui sortent de toutes les colonies en même temps, toutes les vierges vont attirer les essaims secondaires. Et en fait, vous allez avoir un gros essaim monstrueux, pas le petit essaim de 2 kg avec une reine en ponte, etc. Mais là, un gros essaim avec plein de vierges à l'intérieur, qui va être monstrueux, vous n'allez pas pouvoir faire rentrer dans une ruchette. Alors toujours, quand c'est comme ça, l'apiculteur dit « Ah, génial, je vais avoir un gros essaim, etc. » Il met une ruche, et paf, il met son essaim dans sa ruche, et il dit « Ah ben, je vais récolter du miel. » Ben, le problème, c'est que les vierges à l'intérieur, elles vont se battre. Il va en rester une qui devra aller s'accoupler, puisqu'elles vont se battre avant de s'accoupler, qui devra aller s'accoupler. Le temps qu'elle va démarrer sa ponte pour pouvoir faire, et ben, ce temps-là, l'essaim il va fondre comme neige au soleil, et en fait vous allez vous retrouver avec une colonie standard avec une jeune reine à l'intérieur. Tandis que l'essaim avec une vieille qui avait essaimé, qui est plus petit, elle, comme la reine, elle est déjà en ponte, et ben, elle va tout de suite redémarrer sa ponte, ça va stabiliser correctement les abeilles au niveau d'elle, et elle va tout de suite pouvoir recréer sa colonie, remettre du miel dans la hausse très rapidement. Et c'est pas la grosseur de l'essaim qui fait la qualité de l'essaim, c'est la reine qui est à l'intérieur. Et on voit qu'une vieille qui a l'habitude de pondre, ben ça va être très vite. Celle avec plein de vierges à l'intérieur, ben quand c'est très beau comme ça, c'est pas bon. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous avez ces tout petits essaims-là, surtout il faut les mettre dans une petite ruchette, quand ils sont en toute petite unité, parce que c'est une reine, c'est une jeune reine qui va s'accoupler, et bien souvent ces petits essaims au mois de juin, on se dit « Ah ben non, il est trop petit, il va pas passer l'hiver, je vais le réunir avec 2 petits essaims comme ça. » Et bien ça c'est la grosse erreur que font les apiculteurs, c'est qu'en fait, il a des reines qui sont tip-top, qui sont prêtes à l'année prochaine au printemps, ça va faire des bombes monstrueuses, et qui n'essaimeront pas parce qu'en fait elles ont fait qu'un hivernage, ont peu de chance, si l'apiculteur s'en occupe correctement, d'essaimer. Et donc, au lieu de tuer ces jeunes reines en rassemblant ces petits essaims, plutôt cocoonez-les, mettez des partitions chaudes, faites-leur passer l'hiver, vous allez voir qu'au printemps, ça va être quelque chose d'explosif. Souvent, les vieilles, elles démarrent un petit peu plus tard, et puis, de temps en temps, ça essaime très vite, quoi. Ça démarre plus tard, mais ça essaime plus vite. Hein. Donc, faites attention. Alors moi, pour ça, c'est que, comme je sais que la jeune reine, elle est capable de rester enfermée dans sa cellule pendant plusieurs jours et de se nourrir toute seule, je vais simplement lui accorder 2 petits godets de nourriture, simplement du miel de printemps, un miel qui est déjà
cristallisé fin. Il faut savoir, c'est que la reine ne va pas consommer le miel, mais elle va consommer en fait la couche d'humidité qui est sur le miel. Elle ne consomme pas le miel, elle va lécher la couche d'humidité. Mais si on veut une couche d'humidité qui soit sur le miel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de l'humidité. C'est pour ça qu'on est capable de conserver des rennes dans des couveuses plusieurs jours, à la condition que la colonie, que la couveuse, y ait un taux d'humidité de 70%. Et on va voir comment ça se fait. Donc voilà les plaquettes que je fais. Donc moi je mets tous mes bigoudis sur des plaquettes comme ça. Et comme ça je peux les mettre dans une couveuse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une couveuse? J'ai ma plaquette, j'ai mes cellules, et maintenant je vais définir quels sont les différents éléments qui constituent ma couveuse. Alors ma couveuse, c'est déjà un récipient, voilà, fermé, et mes cellules reposent en plein milieu du récipient. Ce récipient, je vais l'isoler pour qu'il y ait une perte de température qui soit moindre, d'accord? Mais je vais aussi prévoir un trou d'aération, parce que mes nymphes, dans leur cocon, elles ont besoin de respirer. Alors vous me dites, ah bah oui, mais Philippe, là tu nous en as mis 6 sur la plaquette, oui. Mais moi, quand j'en mets dans la couveuse, il y en a une centaine. Et tout le monde respire. Et s'il y a une concentration trop importante de CO2, il faut prévoir de l'air pour leur respiration. Comme j'ai une couveuse qui est carrée et que je n'ai pas les abeilles qui peuvent transporter la chaleur, je vais mettre un ventilateur qui va brasser la chaleur à l'intérieur de la couveuse. Je vais mettre une résistance qui va me fournir les calories. Et bien entendu, pour gérer les calories, je vais mettre un thermostat que je vais régler à 34,5 degrés. D'accord? Mais je vais mettre aussi une brique dans ma couveuse. Et ça, très peu d'apiculteurs le font. Je vais prendre un parpaing, une brique, une bouteille d'eau. En fait, je vais mettre une masse d'inertie dans ma couveuse. Ça veut dire que cette brique, elle va rester tout le temps dans la couveuse. Ce qui fait que si j'ai une coupure d'électricité, les calories qui sont dans la brique, elles vont être rétrocédées aux cellules qui sont à l'intérieur. Alors si vous utilisez des briques, vous les passez au four thermostat 220 pour les désinfecter, parce que quand vous êtes à 34,5 degrés avec un degré d'humidité à 70% d'humidité, si vous avez des moisissures, de la mousse, etc., vous en faites pas, ça va. Donc on stérilise bien les briques, ou sinon vous pouvez mettre une bouteille d'eau, c'est la même chose. Et vous allez mettre comme ça des masses d'inertie à l'intérieur de votre couveuse. Au lieu d'avoir des grands vides à l'intérieur de la couveuse, vous avez des masses d'inertie, ce qui peuvent contrebalancer la perte de calories si des fois votre système ne fonctionne mal. En plus, ça a le gros avantage, c'est que si vous mettez votre masse inertielle thermique au niveau du thermostat, de la sonde du thermostat, c'est quand vous allez ouvrir votre couveuse, vous allez voir tout l'air chaud qui va se barrer. Quand vous allez refermer votre couveuse, il va faire froid, le thermostat il va déclencher le chauffage. Mais seulement il va mettre le chauffage à fond, les manivelles. Ce qui risque de créer un point thermique à l'intérieur de la couveuse. Et vous pouvez monter à 37, 38 à l'intérieur de la couveuse à un moment donné. Donc si vous avez une masse d'inertie qui est à côté de la sonde, la masse d'inertie va tout de suite rétrocéder des calories, ce qui fait que ça va éteindre le thermostat et vous n'allez plus avoir ces pics qui vont apparaître et qui peuvent flinguer des larves. Et la gestion de l'humidité, on va mettre de l'eau. Seulement l'eau, si on fait un petit peu de chimie, l'eau a un problème, c'est que quand vous mettez de l'eau dans un bac, dans une couveuse à 34,5 degrés, le taux d'humidité à l'intérieur de la couveuse va être de 50%. On n'atteint pas les 70%. Alors bien souvent, les apiculteurs, ils prennent des serviettes, et puis ils les mettent dans la couveuse. Le problème, c'est que vous mettez un support, et le support, s'il y a des bactéries ou des moisissures, ça va se développer. Alors comment faire pour augmenter le taux d'humidité à l'intérieur de la colonie, à l'intérieur de la couveuse, comme dans une colonie? Dans une colonie, le taux d'humidité c'est 70% et il provient de l'eau, du nectar que les abeilles essayent d'évacuer de la colonie. D'accord? Et bien là, c'est quelque chose qui est très simple. Voilà, on met ça dans la colonie. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 3 ans maintenant. C'est quand je faisais la formation à l'INRA du Magnereau, donc pas pour les chercheurs de l'INRA,
mais c'est parce que l'INRA nous accueillait dans leurs locaux parce qu'ils ont un rucher au Magneuro. Et j'ai discuté donc avec une chercheuse qui en fait s'occupe de l'élevage des abeilles in vitro. Vous avez dû déjà entendre parler, pour tester des produits chimiques sur les abeilles. Si on les met dans une colonie, en fait, on a les abeilles qui peuvent intervenir, les abeilles nourrices qui peuvent intervenir. Donc si on veut que le traitement se fasse vraiment dans un endroit bien contrôlé, elles vont élever de l'œuf jusqu'à la sortie, jusqu'à l'émergence, elles vont l'élever et vont changer la nourriture de la larve et on va voir si le produit intervient sur le développement. Et Dominique m'a dit, c'est facile, pour régler l'hygrométrie dans c'est facile. Moi j'arrive à avoir que 50%, sinon je suis obligé d'utiliser des appareils techniques. Elle dit, non, tu mets du sel. Du sel? Eh ben oui. Il suffit de mettre simplement du gros sel, du chlorure de sodium que vous avez dans vos cuisines, à saturation, donc on dépasse les 300 grammes par litre d'eau, et on va avoir, donc ça c'est un principe physique, c'est qu'on va avoir un taux d'humidité qui va augmenter, et on va avoir 70% d'humidité. Suivant le sel qu'on va utiliser, il y a d'autres sels qu'on peut utiliser, et suivant le sel, on peut augmenter le taux d'humidité à l'intérieur d'une enceinte quand on a de l'eau en évaporation, et on arrive à avoir sur certains sels 90% d'humidité en évaporation naturelle. Donc simplement du sel en saturation. Faites attention, le sel a tendance, donc vous rajoutez simplement de l'eau, vous ne rajoutez jamais de sel, mais le sel a tendance à vouloir sortir du récipient. Ça c'est toujours quelque chose d'amusant, c'est que les cristaux en fait montent le long du récipient. Vous ferez l'expérience, le sel se sauve. Voilà mon système, donc boîte... On est donc la boîte isotherme, réfrigérateur, boîte en bois avec une isolation, LED de verre plus simple, boîte en polystyrène, haute densité, un régulateur de température, le thermostat, une source de chaleur, radiateur, sèche-cheveux. Il ne faut pas que ce soit une source de lumière, parce que si c'est une source de lumière et que vous avez des reines vierges à l'intérieur de la colonie, ça va les exciter. Il faut que ce soit une source de lumière, il faut que ce soit une source de chaleur sans lumière. Ventilateur basse vitesse, il faut simplement que ça brasse. On n'a pas besoin d'autre chose. La source d'humidité, donc c'est la cuvette en saturation de sel jetable, chlorure de sodium, et le stabilisateur thermique, la pierre, la brique ou la bouteille d'eau. Voilà ce que c'est qu'une couveuse qui fonctionne et qui fonctionne très bien et qui régule très bien la température. Alors ça c'est la couveuse de l'ANC. Donc là cette couveuse de l'ANC, avant que je possède la technologie du sel dans de l'eau, voilà, c'est une fil à couper le beurre, là c'est de mettre du sel dans de l'eau. J'utilisais donc l'hygrométrie, elle était contrôlée, donc c'était une couveuse à poussin, et dessus donc on a ici un nébulisateur qui va produire de l'humidité avec ici une source, un thermomètre humide, un thermomètre sec, et on va avoir ici un petit programme qui va gérer la nébulisation de l'eau, et le petit ventilateur qui est ici va pousser l'air humide dans la couveuse qui est ici, et vous voyez toutes les cellules elles sont ici au repos dans l'attente de leur émergence. Donc le principe il est simple, donc thermomètre sec, thermomètre humide, on va voir ça après les anabacs, on va voir la masse toujours, mais ici on va avoir un ventilateur qui va pousser l'air chargé d'humidité par le nébulisateur qui est ici, il va envoyer l'humidité dans la couveuse. Quand ici la différence sera notée, il va gérer le nébulisateur et ici ça permettra de remplir la réserve d'eau. Et ici on aura un taux d'humidité de 70% sans passer par le système du gros sel. Et c'était ce qu'il y avait de mieux avant l'utilisation du gros sel. Donc la gestion de l'humidité, ça se fait grâce à un abac, pas un abac mais un abac psychométrique. Et la lecture elle se fait comme ceci, donc à une température donc, du thermomètre humide 30 degrés, thermomètre sec 35, et ben on a ici la lecture de 70% d'humidité. Le petit ordinateur fait ce calcul-là facilement. Attention, quand vous utilisez des couveuses, là vous voyez que c'est une paroi qui est vitrée, et quand vous êtes dans une pièce qui est fraîche, vous pouvez avoir des condensations, ce qui n'est pas très intéressant. Donc de préférence soit mettre votre couveuse dans une pièce qui est un petit peu plus chaude, ou tout simplement mettre une isolation pour éviter les condensations. Chose aussi importante, c'est toujours prendre la température à l'intérieur de votre couveuse. C'est-à-dire qu'on a effectivement une prise de température qui se fait dans la couveuse, mais
Il faut aussi prendre la température au plus près des cellules. Dans une colonie d'abeilles, ce qui gère la température, ce sont les abeilles. Les abeilles, elles sont au contact des cellules. C'est pour ça que si un jour vous mettez vous avez des cellules et que vous mettez des bigoudis dans vos cellules et que vous mettez vos cellules en couveuse dans la colonie orpheline, vous allez avoir l'émergence des reines qui va être décalée dans le temps, qui va être décalée. Elles vont mettre plus de temps à se développer. Parce que la température à l'intérieur d'une colonie, les abeilles, en fait, elles ne s'amusent pas à chauffer l'air, mais elles vont tout simplement produire des colonies et elles vont se coller à la cellule. Si vous mettez des cages autour de la cellule, effectivement, les abeilles ne pourront plus se coller à la cellule et apporter les calories qu'il faut pour que le développement se fasse dans le temps donné. D'accord? Et donc, vous pouvez avoir un décalage qui se peut faire. Donc, attention aux colonies orphelines, on ne met les protège-cellules qu'au 10e jour, pas au 6e jour. D'accord? Alors, voilà ce que ça nous donne. Après, pour la rétrocession des reines, vous avez les reines donc, qui vont émerger dans les bigoudis et elles auront accès à la nourriture. Comme on a un taux d'humidité à l'intérieur de la couveuse de 70%, on va avoir de l'humidité qui va se déposer sur la petite couche de miel qu'on a mis à l'intérieur de la colonie. Et la reine viendra boire ce nectar, cette eau sucrée, et elle va pouvoir rester dans la couveuse 3 jours sans aucun problème. Moi, je ne les laisse pas 3 jours, hein, parce qu'au 3e jour, quand la reine, en fait, elle a 3 jours, elle commence déjà à voler, et donc, quand on va vouloir l'introduire, bien souvent, si on la sort de la couveuse et qu'on ouvre le bigoudi, elle va s'envoler. Donc souvent, pour résoudre ce problème-là, au 3e jour, il faut prendre les bigoudis et les mettre au réfrigérateur 5 minutes. Ça fait baisser la température et la reine, elle n'a plus envie de voler. On n'a pas tous un réfrigérateur dans le rucher. Quand on a les bigoudis comme ça, on les prend, on les met dans un seau d'eau, on refroidit la reine dans de l'eau, on prend, on met, on ressort, la reine elle est toute trempée, elle ne veut plus voler, parce qu'elle a les ailes qui sont collées, et surtout son métabolisme il a été refroidi par l'eau. Et là, vous pouvez la réintroduire dans la cellule de réémergence. Dans de l'eau tiède. Dans de l'eau. Dans de l'eau. Après, c'est de l'eau, je sais pas. De l'eau à 20 degrés, je sais pas. Il n'y a pas de glaçon dedans. Mais tu vois, tu la refroidis comme ça, et donc, au 3e jour, quand elle a son 1er ou 2e jour après son émergence, c'est encore un bébé, et donc elle ne sait pas encore voler. Hein? Mais au 3e jour, vous en faites pas qu'elle sait voler. Donc si vous les manipulez aussi dans les voitures, faites attention, bloquez bien. Quand je vous parle de ces choses-là, c'est parce que ça m'est déjà arrivé comme problème. Vous mettez bien un chiffon devant les entrées d'air du tableau de bord, parce que souvent, quand vous avez une voiture très aérodynamique, la reine va se coller sur le pare-brise, et puis elle va essayer de voler, et puis en fait elle va descendre, et une fois qu'elle est rentrée dans la ventilation, même si vous mettez la ventilation à fond, elle ne ressort pas. Donc faites attention à ça. Le coup du seau d'eau, c'est plus facile, ça fonctionne mieux. Donc voilà, on va avoir des reines, et ces reines-là, donc on va pouvoir les rétrocéder aux personnes qui vont venir, et qui vont, donc nous comme ça se produit le vendredi soir, ils vont prendre leur reine, et puis le lendemain, ils vont pouvoir les introduire dans leur colonie. Donc voilà la petite cocotte. Hein. Alors là, la petite cocotte, elle est remontée dans sa cellule, tout simplement pour aller bouffer de la vieille gelée royale. Parce que moi, je lui ai fourni que du sucre, hein, et il lui faut des protéines, donc elle regrimpe dedans et elle va se taper un bout de gelée royale qui est bien. Faites attention quand vous avez des couveuses qui sont à 50% d'humidité, le bout de gelée royale il va être tout jaune, tout sec. Quand vous avez vos cellules dans une couveuse qui sont à 70% d'humidité, votre gelée elle est encore toute blanche et la reine elle a le museau dedans, elle se régale. Alors les points positifs de ma technique, c'est que le matériel, alors le point positif, le matériel d'élevage est très simple, il n'y a pas besoin d'acheter une ruche spécifique. Les accessoires pour le fabriquer, ça coûte pas cher. Elles élèvent la quantité de cellules en proportion des nourrices présentes. Donc je n'oblige pas à élever, elles élèvent parce qu'elles ont envie d'essayer. Les larves ne sont nourries qu'avec des produits de la ruche. Aucun sucre artificiel ne participe à la sécrétion de la gelée royale. Ça, c'est toujours le gros problème que font les apiculteurs, c'est qu'on a tendance à vouloir surnourrir la colonie quand on le fait avec une colonie éleveuse orpheline. On se dit, bah oui, il y a des jeunes abeilles dedans, il n'y a pas de butineuse. S'il n'y a pas de butineuse, il n'y a pas de nourriture, donc il n'y a pas de nourriture dedans. Donc on nourrit avec un produit artificiel. Et il y a eu des études qui ont été faites par le GPGR. Et au GPGR, en fait, on s'est aperçu qu'en moins de 24 heures, le sirop de nourrissement se retrouve dans la gelée royale. Donc en fait,
Si vous mettez un produit qui est bien, qui ressemble à un produit naturel, ça pose pas de problème. Si maintenant vous mettez un produit qui peut apporter des modifications dans le développement de la larve, ben, vous ne savez pas ce que vous allez récolter. Donc moi, je vous déconseille de nourrir vos colonies. Si vous avez à nourrir une colonie orpheline pour qu'elle élève une reine, prenez un cadre de pollen, prenez un cadre de miel, puis vous les mettez dans votre colonie orpheline, et puis elles vont élever. Mais ne leur mettez pas du sirop du commerce. Hein, le sirop du commerce, c'est la roue de secours de l'apiculteur. Ce n'est pas l'outil pour travailler en apiculture. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des fleurs, c'est pas du sirop. Les cellules n'ont jamais de construction parasite, les petites morilles. Non. Les gros problèmes qu'il peut y avoir, c'est qu'il faut intervenir tous les 6 jours sur les colonies. Ah oui, ça. Quand vous êtes en colonie orpheline, bah, c'est pas grave si vous en occupez pas. La première reine qui émerge, elle tue les autres, et puis c'est bon. Là, il faut intervenir tous les 6 jours, parce que sinon, quand on va avoir une cellule qui va être operculée, et qui va rester plus de 24 heures dans la colonie, la première chose que vont faire les abeilles, puisqu'elles prévoient l'essaimage, c'est qu'on va arrêter de nourrir la reine, tout simplement pour qu'elle puisse maigrir, pour qu'elle puisse s'envoler. Donc si je laisse mes cellules operculer dans mon éleveuse avec ma reine en ponte, ben, il y a une grande chance que ma colonie elle va chercher à essaimer. Et là, réellement, puisque la reine elle va maigrir. Si elle maigrit, elle ne pond pas. Si elle ne pond pas, je ne vais pas avoir des nourrices dans les 20 jours qui vont suivre. Donc, la création des cellules est variable suivant la météo, effectivement, ça c'est bien vu. Il faut obligatoirement une couveuse électrique. Ça, c'est sûr que si vous n'avez pas d'électricité chez vous, ça va être difficile. Une partie du matériel n'existe pas dans le commerce, il faut le fabriquer, hein, apiculteur, bricoleur, et il faut greffer des très petites larves, parce que si vous greffez des éléphants qui ont 24 heures, effectivement, c'est plus facile à voir. Je suis tout à fait d'accord. Seulement, le gros problème, votre calendrier va se décaler et le cycle à 6 jours ne va plus être respecté. Donc, voilà le développement qu'on fait. Donc, on greffe ici une toute petite larve, 8 heures. Hein. La larve, elle sort de l'œuf. Donc, quand vous greffez, il faut que les larves que vous greffez soient aussi grosses que l'œuf ou plus petites que l'œuf. Si elles commencent à dépasser la taille de l'œuf, c'est que déjà, elles sont trop vieilles. Et les œufs, il y en a partout. Donc vous pouvez l'utiliser comme gabarit. Ça ne sert à rien d'acheter un gabarit, on vous fait voir la taille de la larve. Regardez les œufs, vous dites, bah tiens, est-ce que cette petite larve que je suis en train de transplanter, elle pourrait rentrer dans cet œuf-là? Oui, donc c'est bon. Ah, elle dépasse des deux côtés? Ah, elle est un petit peu trop grosse, on ne la prend pas. C'est pas que ça va faire une mauvaise règle, c'est que potentiellement, votre calendrier sera plus respecté, puisque vous ne serez plus l'âge de votre larve. Et puis vous ne savez pas si elle aura reçu vraiment de la gelée royale et tout ça. Donc là, on a les différentes mues. Le mieux, c'est de greffer quand même la larve avant qu'elle ait fait sa première mue. Ça serait le mieux. Hein. Mais après, aller voir la mue dans la gelée avec la larve qui est dedans, déjà qu'on a du mal à voir les larves, c'est plus difficile. Donc, rucher de pendant 6 jours. Là, on va pouvoir, aussitôt que les cellules sont operculées, eh ben, on va pouvoir les déplacer. Attention, si on a greffé des très grosses larves, eh ben, ça va décaler le calendrier et on risque de tomber dans la période où la nymphe, elle est en train de créer ces différentes cellules pour produire les différents organes de l'abeille adulte. Donc imaginez que si vous faites